vidéo diffusée au tribunal et qui a mis fin à l'affaire en 60 secondes, les lourdes portes du palais de justice du comté de Franklin grincèrent, résonnant dans l'atrium de marbre comme une sonnette d'alarme. Les têtes se tournèrent une à une, comme attirées par une force invisible. Une vague de murmures parcourut la galerie, mais personne ne parla assez fort pour être entendu distinctement. Il n'en avait pas besoin. La tension inexprimée flottait dans l'air, épais comme un brouillard. Et là, encadré dans l'embrasure de la porte, sous la rotonde de la justice sculptée dans une feuille d'or délavée, se tenait Malik Granger, 18 ans. Il hésita un instant, puis fit son premier pas à l'intérieur, son pied droit traînant légèrement, non pas à cause d'une blessure, mais à cause du poids invisible qui lui écrasait le moral. Ce n'était pas la douleur physique qui rendait sa démarche inégale, c'était tout ce qui l'avait amené à cet instant. Le silence de la trahison, le souvenir des derniers mots de son père, la solitude stérile de sa cellule au centre de détention pour mineurs de Jackson, et la certitude brutale que l'issue de ce procès lui offrirait un avenir ou l'enchaînerait à un passé qu'il n'avait jamais choisi. Il portait un costume gris qui ne lui allait pas. Les manches longues lui frôlaient les jointures, et le tissu se froissait maladroitement au niveau des épaules. Le col lui pinçait le cou, et le pantalon formait une légère flaque sur ses chaussures de ville éraflées. Il avait été offert par Sir Langston de Saint-Paul, la petite église de la 9e rue et de Monroe, qui ne refusait jamais personne. Malik ne s'était pas regardé dans le miroir avant de quitter le fourgon du tribunal ce matin-là. Il n'en avait pas besoin. Il savait déjà qu'il ressemblait à un garçon se faisant passer pour un homme, habillé pour des funérailles qui auraient aussi bien pu être les siennes. La salle d'audience était presque pleine. Tous les sièges derrière la barrière étaient occupés et de plus en plus de personnes se tenaient le long des murs, adossées aux boiseries comme si elles pouvaient leur offrir une meilleure visibilité. Les chaînes d'information locales étaient présentes en nombre. Caméramens, photographes, chroniqueurs, des visages que Malik reconnaissait à la télévision, mais ne pouvait nommer. Leurs objectifs étaient silencieux pour l'instant, attendant l'entrée du juge, mais leur regard était impitoyable. Pour eux, Malik n'était qu'un titre parmi d'autres. Un adolescent accusé d'agression violente par un policier. Ils ne voyaient pas le garçon dont les articulations étaient encore calleuses après avoir travaillé à temps partiel au garage Harris. Ils ne voyaient pas le fils qui avait porté le cercueil de son père 5 mois plus tôt. Ils ne voyaient pas la douleur dans sa poitrine chaque fois qu'il se remémorait la nuit où les sirènes avaient sonné pour un homme jamais rentré. À gauche de la salle d'audience, sa mère était assise, serrant contre elle une Bible noire usée dont les bords en cuir étaient recourbés et craquelés comme l'écorce d'un arbre moribond. Ses mains tremblaient légèrement, et bien qu'elle fixât le droit chemin, son regard était vague, larmoyant. Elle portait ses plus beaux atours, une robe bleu marine et le fin collier en or que Malik lui avait confectionné en colonie de vacances à 9 ans. Mais cela ne pouvait cacher la fatigue, les nuits passées à arpenter le salon, implorant un Dieu qui ne répondait jamais assez vite. À côté d'elle était assis le pasteur Wynne, les mains jointes, les lèvres frémissant dans une prière silencieuse. De l'autre côté, derrière une table en chêne poli, siégeaient les procureurs. Leur posture était droite, leurs expressions indéchiffrables, leurs costumes impeccables. À leur tête se trouvait le procureur Roland Kemp, un homme dont le nom avait du poids dans tous les palais de justice au sud de la frontière. Son visage était rasé de près, sa mâchoire carrée et ses yeux couleur béton. Il n'avait pas besoin de parler pour dégager de l'assurance. Il était assis, les bras légèrement écartés, comme un homme parfaitement conscient du pouvoir qu'il exerçait. Pour le public, Kemp était un symbole de l'ordre public, le visage de la justice dans une ville où les gros titres étaient plus brûlants que l'été. Mais dans des salles d'audience comme celle-ci, son nom résonnait de peur pour les jeunes accusés noirs. Kemp ne se contentait pas de poursuivre, il détruisait. Malik sentit la chaleur de leurs regards, tous, jurés,
journaliste, inconnu. Alors il se concentra sur le sol, comptant ses pas tandis qu'il suivait l'huissier vers la table de la défense. 1, 2, 3, 12 au total, avant d'atteindre la chaise qui grinçait lorsqu'il s'asseyait. Ses poings se crispèrent sur ses genoux. Il sentait ses paumes transpirer. L'air de la pièce était rafraîchi par le léger bourdonnement des bouches d'aération au-dessus de sa tête, mais une goutte de sueur perlait encore sur sa tempe. Devon Lake, son avocat, ajusta la pile de dossiers devant lui et se tourna vers Malik avec un calme qui trahissait la tempête qui se déroulait juste en dessous. C'était un homme qui ne bronchait pas, ni face à l'intimidation, ni face au pouvoir. Ses vêtements étaient simples. Une veste bleu marine froissée, une cravate bleu pâle tachée de café près du nœud, et des chaussures aux semelles usées à force d'arpenter les couloirs du tribunal, mais son regard perçant. Devon Lake s'était bâti une réputation non pas grâce à son charme ou à son jeu théâtral, mais grâce à sa persévérance. Il avait un jour déposé 27 requêtes en une seule journée pour empêcher une expulsion injustifiée. Il avait perdu des clients, certes, mais pas parce qu'il avait abandonné. Il pensait que le système était défaillant, mais il n'avait pas encore renoncé à le réparer, un dossier à la fois. Il posa une main ferme sur l'épaule de Malik, le soutenant. « Ne les regarde pas, » murmura-t-il, presque comme un mantra. « Respire, tout simplement. Ce n'est pas fini. » Malik ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Sa gorge était serrée, son estomac noué par l'anxiété. Mais il hocha légèrement la tête, suffisamment pour que Devon comprenne qu'il l'entendait. Le juge n'était pas encore entré. Le jury n'était pas encore au complet. Mais Malik se sentait déjà condamné. Les accusations portées contre lui s'empilaient comme des dominos. Agression aggravée sur un agent des forces de l'ordre, résistance à l'arrestation avec violence, obstruction et trouble à l'ordre public. Chacune d'elles pesait lourd. Ensemble, ils pouvaient l'enterrer sous des décennies. Peu importait qu'il n'ait aucun casier judiciaire, hormis quelques suspensions scolaires pour défis et conduite perturbatrice. Peu importait qu'il ait un emploi à temps partiel, une moyenne supérieure à 3,0 ou une lettre de recommandation de son professeur de chimie. Le récit avait déjà été écrit, imprimé et diffusé. Un manifestant violent s'en était pris à la police. C'est ce que les gens sont venus voir. Mais ce n'était pas la vérité. Malik n'avait pas été violent. Il était en deuil. Son père, Wallace Granger, était mort lors d'un contrôle routier de routine lorsqu'un policier, Craig Dorsey, avait affirmé avoir vu une arme qui n'avait jamais existé. Wallace n'était pas armé. Il était resté calme. Il avait obtempéré. La caméra du policier avait mal fonctionné. L'enquête avait duré 2 semaines avant de disculper Dorsey de tout acte répréhensible. Aucune inculpation n'avait été retenue. Pas de suspension. Juste une affaire classée et un cercueil fermé. Malik se tenait sur les marches de l'hôtel de ville avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Il a tout fait comme il fallait, alors pourquoi est-il mort ?» Il était resté silencieux pendant des heures, jour après jour, jusqu'à ce que le maire ordonne l'évacuation de la place invoquant des problèmes de sécurité. Ce soir-là, Malik rentrait chez lui à pied lorsqu'une voiture de police a fait une embardée sur le trottoir. Dorsey en est sorti. Il a dit avoir reconnu Malik des manifestations. Il a dit qu'il avait l'air suspect. Malik lui a demandé ce qu'il avait fait. Dorsey lui a ordonné de se mettre à terre. Malik n'a pas bougé assez vite. S'en est suivi un brouhaha de cris, de coups de poing et de bruits de pas sur le trottoir. À l'arrivée des renforts, Malik était menotté, ensanglanté et hébété. Dorsey a dit qu'il avait été attaqué, que Malik avait pris son arme, qu'il craignait pour sa vie. Mais Malik se souvenait d'autre chose. Il se souvenait du regard de Dorsey, non pas de la peur, mais de la fureur, le genre de fureur qui brûle lentement et personnellement, le genre qui dit « Tu m'as fait paraître faible, tu vas payer pour ça ». Et maintenant ils étaient là. Ce que le tribunal ignorait, ce que même Devon n'avait pas encore dit à Malik en détail, c'était que quelque chose s'était produit 2 semaines plus tôt. Quelque chose d'insignifiant, facilement occulté,
et pourtant potentiellement assez puissant pour faire bouger les choses. Une infime preuve, un moment enregistré, une vérité encore inconnue. Elle attendait comme un ressort sous la surface du procès, attendant son heure. Mais pour l'instant, Malik ne pouvait que rester assis en silence, tandis que les portes se refermaient derrière lui et que l'écho s'estompait. Il était seul, entouré, observé par des yeux qui avaient déjà décidé qui il était. Mais une tempête approchait, et personne dans la pièce ne le savait encore. 2 semaines plus tôt, les murs du monde de Malik Granger étaient froids, métalliques, et imprégnés d'une odeur rance d'eau de javel et de désespoir. Il était assis sur l'étroit banc de béton d'une cellule de détention qui empestait la sueur et les âmes oubliées. La lumière au-dessus de lui clignotait comme si elle se demandait si elle devait abandonner. Ce n'était pas l'obscurité qui le dérangeait. C'était le scintillement, ce rappel constant et saccadé de l'incertitude, de la possibilité que tout bascule dans le noir à tout moment. Malik la fixa jusqu'à ce que la porte de la cellule s'ouvre en grinçant. Il ne leva pas les yeux. Les pas lourds appartenaient à Devon Lake. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont l'avocat se déplaçait, comme s'il avait avalé un courant électrique. Devon se laissa tomber sur le banc à côté de lui, posa une épaisse enveloppe Kraft sur ses genoux et expira comme s'il venait de courir un marathon. Il se pencha, la voix basse mais débordante de chaleur. Il dit à Malik qu'il y avait une vidéo. Une fuite, pas encore recevable, mais réelle. Quelque chose de brut, quelque chose qui pouvait tout changer. Malik cligna des yeux, les mots ne passant pas inaperçus au premier abord. Pendant des semaines, tout n'avait été que bruit blanc. Toutes les audiences, toutes les accusations, les photos granuleuses dans les journaux, la façon dont les gens le regardaient comme s'il était un chien enragé qui s'était glissé à travers une clôture. Son monde s'était réduit aux dates d'audience et aux entraves. Maintenant, les mots de Devon perçaient ce brouillard, une vidéo. Devon expliqua comment elle était entrée en sa possession. Il prononça un nom, Louis Barnett, pas un lanceur d'alerte au sens traditionnel du terme. Louis n'était pas sorti en trompe du service en agitant une clé USB. Il avait tout simplement disparu. Un jour, badge rendu, bureau vidé, pas d'au revoir. Mais il avait vu quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Louis avait travaillé dans l'informatique pour la police pendant plus de 10 ans, triant des fichiers, entretenant des serveurs, effectuant des diagnostics. Il avait été un rouage comme les autres, jusqu'à ce qu'il remarque des schémas récurrents. Certaines vidéos de caméras corporelles disparaissaient, des horodatages modifiés, d'étranges trous dans les images. Au début, il pensa à un équipement défectueux, puis il apprit que non, c'était la politique. Ou plutôt, une pratique que les hauts gradés aimaient appeler « contrôle qualité ». Devon raconta que Louis en avait fait une copie. Il l'avait cachée derrière un mur de cryptage, puis l'avait transmise à une chaîne de contacts anonymes jusqu'à ce qu'elle parvienne entre les mains de quelqu'un qui avait suffisamment confiance en Devon pour prendre un risque. Devon n'avait même pas su ce qu'il avait en sa possession avant de la regarder. Il resta silencieux pendant 1 minute après avoir décrit la vidéo. Il la laissa simplement planer comme de la fumée dans l'air. La voix de Malik se brisa lorsqu'il demanda ce qu'elle montrait. Devon ne répondit pas tout de suite. Il lui dit d'être prêt, pas plein d'espoir, mais prêt. Parce que le système ne pliait pas simplement parce qu'il était coincé. Parfois, il brisait des os. La vidéo montrait le lieutenant Craig Dorsey confrontant Malik devant l'hôtel de ville lors d'une manifestation pacifique. Malik tenait une pancarte portant le nom de son père. Il ne criait pas. Il ne résistait pas. Il se retournait pour partir lorsque Dorsey aboya quelque chose d'inintelligible, fit un pas en avant, puis trébucha sur son propre lacet de chaussure. La chute fut brutale et rapide. Dorsey tomba lourdement sur un genou, trébucha, et lorsqu'il se releva, son visage exprimait une fureur pure. Il bondit. Il plaqua Malik au sol avec suffisamment de force pour faire hurler les passants. Puis, alors que Malik gisait, abasourdi et haletant,
Dorsey se pencha et siffla entre ses dents serrées. « Voyons voir comme tu seras bruyant quand je te ferai sauter les poumons. » C'est alors qu'arriva le moment qui glaça le plus Devon. Une voix basse en arrière-plan. Quelqu'un hors du champ de la caméra. Juste 6 mots, marmonnés comme une malédiction ou un ordre. Le chef a dit de faire un exemple. Les mains de Malik tremblaient lorsque Devon eut terminé. Pas par peur, par quelque chose de plus profond. Comme si tout ce qu'il avait retenu, le chagrin, la rage, l'impuissance, remontait soudain à la surface. De retour dans la salle d'audience, c'était le 2e jour du procès. L'air était lourd, malgré la douceur de la température. Le public était plus nombreux aujourd'hui, attiré par la promesse du spectacle. Les journalistes se pressaient dans les rangs de la presse, l'air crispé par l'impatience. Du côté de l'accusation, Kemp se tenait derrière le pupitre, s'exprimant poétiquement sur la loi et l'ordre. Sa voix, d'une cadence rythmée et maîtrisée, dépeint Malik comme une menace, un perturbateur, une menace pour la stabilité de la communauté. Il gesticulait, marquait une pause, laissait ses mots retomber comme de la poussière. Il qualifiait Malik de symbole du chaos qui pouvait éclater lorsque l'on manquait de respect à l'autorité. Malik ne bougeait pas. Il gardait les yeux fixés sur un point du bois de la table de la défense, ignorant Kemp. Il avait appris à faire ça, faire abstraction des mensonges pour qu'ils ne s'incrustent pas dans sa chair. Devon attendit que la salle commence à s'exhaler du dernier mot de Kemp. Puis il se leva. Il ne s'éclaircit pas la gorge. Il n'hésita pas. Il s'avança, l'enveloppe en papier Kraft à la main, et s'adressa au juge d'un ton calme et posé. Il déclara qu'il disposait de nouvelles preuves, cruciales, récemment acquises. Il n'enjoliva pas les choses. Il énonça simplement les faits. La réaction fut immédiate. Le sourire narquois de Kemp s'estompa. Son corps se raidit tandis qu'il aboyait une objection. « Chaîne de possession », argumenta-t-il. « Recevabilité », aboya-t-il plus fort. Devon l'avait anticipé. Il répliqua rapidement, citant la chaîne de sources anonymes, les métadonnées techniques qui vérifiaient l'authenticité et le caractère convaincant des images. Le juge Trevor avait à peine prêté attention pendant la majeure partie du procès. Son regard errait souvent. Ses doigts tambourinaient. Mais maintenant il se pencha en avant. Le regard perçant. La voix ferme. Il passa outre. L'atmosphère changea. Un écran fut déployé au centre de la salle d'audience. Les lumières s'atténuèrent légèrement. Le greffier appuya sur lecture. La vidéo commença. Le silence retomba dans la salle. Malik retint son souffle en se regardant à l'écran. La caméra le montrait immobile, sa pancarte à la main. L'angle de la caméra vacillait légèrement. La perspective de Dorsey. La confrontation fut brutale. Malik se retourna pour partir. Dorsey se précipita, tomba, se releva, puis le plaqua violemment au sol. Le son était granuleux, mais suffisamment clair. La voix de Dorsey, cinglante de cruauté. Et puis le murmure. Le chef a dit de faire un exemple. Le halètement qui traversa la galerie fut comme une ondulation à travers le verre. Devon ne réagit pas. Il ne sourit pas. Il ne sia même pas. Il regarda simplement les visages changer. Les jurés s'agitèrent sur leurs sièges. Certains échangèrent des regards. Une femme se couvrit la bouche. La mère de Malik serra sa Bible contre sa poitrine si fort que ses jointures blanchirent. Kemp tenta de se reprendre, feuilletant des papiers, chuchotant frénétiquement à son assistant. Il demanda une pause. Il dit qu'il devait vérifier les images. Le juge, les yeux toujours fixés sur la dernière image figée de la vidéo, lui accorda sa faveur. La salle explosa de vacarme dès que le marteau heurta le billot. Mais Malik ne bougea pas. Il resta assis là, l'image brûlant encore dans ses yeux. Devon se pencha de nouveau, la voix basse. Il lui dit que c'était un changement, pas une victoire, que la bataille faisait toujours rage, et qu'il venait de tracer de nouvelles lignes. Ce n'était pas une justification. C'était une nouvelle occasion d'être écrasé. Et Malik comprit, car même lorsque la vérité criait, le système portait parfois des boules qui-est. La vidéo avait tout changé, mais elle n'avait rien arrêté.
24 heures après l'explosion du tribunal, Devon Lake se retrouva assis seul dans une pièce sans fenêtre, à l'intérieur d'un bâtiment quelconque, juste à l'extérieur de Capitol Ridge. Les murs étaient stériles, du genre à contenir des secrets, et l'air était légèrement âcre. 2 hommes entrèrent à midi pile. Aucun des deux ne se présenta correctement. L'un portait un costume gris anthracite aux plis tranchants comme une lame. L'autre, un ensemble bleu marine au revers trop large pour la mode actuelle. Leurs chaussures ne grinçaient pas, leurs mouvements étaient délibérés. L'homme en gris prit enfin la parole, d'une voix basse et douce, comme si elle avait été répétée 1000 fois. Il ne proposa qu'un seul nom, Weller. Son partenaire resta silencieux un instant avant de s'annoncer Price. Pas de nom de famille, pas de référence. Juste une froide certitude. Ils ne déposèrent aucun badge sur la table, seulement leur présence, qui semblait plus pesante que l'autorité. Devon remarqua les dossiers serrés dans leurs mains, la façon dont leurs yeux scrutaient non seulement lui, mais la salle, comme s'ils pouvaient écouter. Weller se pencha en avant, les coudes sur la table en inox. Son ton était presque compatissant. Il qualifia ce qui s'était passé au tribunal d'infraction. Une déviation. Il affirma qu'ils n'étaient pas là pour réprimander une erreur, mais pour empêcher un effondrement. Selon lui, la diffusion de la vidéo risquait plus qu'un procès. Elle menaçait les structures institutionnelles, les retraites, les syndicats des forces de l'ordre, le financement de l'État, la propagande électorale. Devon écouta sans cligner des yeux. Price prit le relais, moins subtil. Il déclara que la vidéo n'était pas censée être vue. Non pas parce que c'était faux, mais parce que cela révélait une corruption trop profondément enfouie. Il qualifiait l'affaire Malik de détonateur sur une poudrière, et Devon, celui qui l'a allumée. Il l'avait prévenu non pas des conséquences juridiques, mais des conséquences économiques, politiques. Les donateurs de la campagne paniqueraient, les chefs de service seraient discrédités. Les villes brûleraient, métaphoriquement, puis littéralement. Devon croisa calmement les mains et demanda pourquoi il ne le menaçait pas comme tout le monde. Weller ne répondit pas. Au lieu de cela, il sortit un dossier de sa mallette et le glissa sur la table. À l'intérieur se trouvait une proposition d'accord. Des termes énoncés comme un traité de paix. Malik serait libre. Son casier judiciaire effacé, les charges abandonnées, mais seulement si Devon retirait toute action en justice, détruisait la copie vidéo et signait un accord de confidentialité. Il n'y aurait pas de poursuite, pas de conférence de presse, pas d'excuses, juste le silence. L'accord était clair, irréversible et taillé pour paraître clément. Weller expliqua que c'était la meilleure issue possible. Il dit à Devon qu'il pouvait rentrer chez lui et dormir tranquillement, sachant que Malik serait sain et sauf. Price ajouta qu'il s'agissait d'une bouée de sauvetage offerte en pleine tempête. Tout ce que Devon avait à faire était de fermer la porte à la justice et de s'éloigner discrètement. Il se leva lentement, rendit le dossier et leur dit de trouver une meilleure histoire pour l'effondrement qu'il craignait. Il ne participerait pas à la dissimulation. Ce refus déclencha une tempête. Dès le lendemain, le bureau de Devon fut retrouvé saccagé, les dossiers éparpillés, les ordinateurs démontés. L'alarme incendie était tombée en panne et aucune empreinte digitale n'avait été relevée. Le lendemain, un incendie à 3 alarmes ravagea un entrepôt au coin de la 3e rue et de Dunleavy, la même adresse que Louis Barnett avait mentionnée comme lieu de stockage de secours pour les images brutes. Pas de blessés, pas d'arrestation, aucune cause déterminée, que des cendres. La mère de Malik commença à recevoir des appels téléphoniques tard dans la nuit. La ligne sonnait jusqu'à ce qu'elle réponde, puis le silence se fit. Parfois, des parasites. Une fois, elle crut entendre une respiration. Devon l'a installée dans la planque d'un ami dans le nord du comté, loin des caméras et des voisins curieux. L'église qui avait prêté son costume à Malik a été vandalisée. Des vitres ont été brisées. Des croix ont été brûlées dans la pelouse avec des fusées éclairantes. Le message était clair, mais personne n'a revendiqué la responsabilité. Louis Barnett observait tout cela, la culpabilité grandissante.
Il savait qu'ils allaient le chercher ensuite. Il n'avait plus accès au serveur du commissariat, mais il avait des copies imprimées, des horodatages et des journaux de métadonnées, suffisamment pour vérifier l'authenticité de la vidéo, suffisamment pour la rendre perceptible. Ainsi, un vendredi matin, alors que le soleil brûlait dans un ciel gris acier, Louis se tenait devant le palais de justice du comté de Franklin, une chemise en papier kraft sous le bras, le souffle court dans l'air froid. Les caméras sont arrivées lentement au début. Une filiale locale, puis 2 autres, puis 5. À midi, les marches étaient pleines. Louis ne portait pas de costume et n'avait pas d'avocat avec lui. Il portait un coupe-vent délavé, un jean et une allure qui exprimaient l'épuisement et la détermination. Il ouvrit le dossier et brandit une copie du rapport d'incident, la transcription vidéo et une déclaration. Il leur raconta le processus de montage au sein du service. Comment les images des caméras corporelles n'étaient pas seulement coupées, mais modifiées, synchronisées avec les dossiers d'expédition de manière à brouiller les délais. Il parle de la pression exercée par ses supérieurs, des réunions en coulisses, des jours où il était passé devant la photo d'identité judiciaire de Malik sur le bulletin interne et avait senti la bile lui monter à la gorge. Il admit être resté silencieux trop longtemps. Mais il ne pouvait pas ignorer le cri du garçon. Louis déclara Malik Granger innocent, non pas par jugement juridique, mais par jugement moral. Il affirma que l'État avait transformé un enfant en symbole, puis tenté d'enterrer ce symbole alors qu'il refusait de mourir. Il refusa de laisser faire. Sa voix se brisa une fois, mais il ne faiblit pas. Derrière lui, les journalistes notaient chaque mot, les obturateurs des caméras claquant comme des coups de feu. Dans les foyers de la ville, sur les écrans de téléphone et sur les sites d'information en continu, l'histoire commença à évoluer. Un informaticien à la retraite, devenu lanceur d'alerte, était plus difficile à ignorer, surtout avec des reçus. Le soir venu, les médias nationaux se sont emparés de l'affaire. Les commentateurs ont débattu de l'éthique des accords de plaidoyer fondés sur le silence. Des hashtags ont émergé. Les sénateurs ont fait de vagues déclarations sur le contrôle de l'intégrité procédurale. Le bureau du gouverneur a nié toute information. Des manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville, des bougies ont été allumées et des pancartes ont été levées. Une enquête fédérale a été suggérée, puis exigée. Le tribunal, sentant le changement de pression publique, a convoqué une session d'urgence pour réexaminer les critères de recevabilité, citant de nouveaux éléments de preuve. Le juge Trevors, sous le feu des projecteurs, est apparu moins indifférent et plus humain dans sa dernière déclaration, laissant entendre que l'intégrité du pouvoir judiciaire dépendait de la transparence. Le maire a convoqué une conférence de presse. Il a présenté ses condoléances à la famille de Malik, sans toutefois présenter d'excuses. Il a imputé la responsabilité de la surveillance du département, promis des réformes et nommé un nouveau chef de police par intérim. Pendant ce temps, Malik restait quasiment silencieux, observant la tempête se propager. Des journalistes campaient devant sa maison. Les voisins qui autrefois lui tournèrent le dos murmuraient maintenant des encouragements. Mais Malik ne voulait pas de leur pitié. Il voulait retrouver son père. Il voulait que sa vie soit intacte. Dans les moments de calme, il s'asseyait avec la Bible que sa mère portait, en suivant les plis du cuir. Il observait la lueur vacillante des bougies lors des veillées dans la rue. Il essayait de comprendre comment une minute de vérité, capturée par accident et gardée par un inconnu, pouvait forcer une ville à se confronter à son reflet. Malik savait que le monde pliait non pas pour lui, mais à cause de lui, et il se demandait si tout se redresserait dès qu'il se détournerait. Devon restait vigilant. Les menaces persistaient, plus subtiles désormais, dissimulées dans des audits financiers et des dépôts de dossiers tardifs. Mais il savait que le tribunal n'était plus le seul champ de bataille. La guerre s'était étendue à l'opinion publique, au cycle médiatique et aux coulisses du pouvoir législatif. Pourtant, pour la première fois depuis des mois, il pressentait que la balance allait basculer. Il n'a fallu que 60 secondes. Une vérité inédite.
et la volonté de quelques hommes qui refusaient d'oublier. Le dernier jour du procès commença sous protection armée. 2 SUV noirs stationnaient au ralenti près des marches du palais de justice, leurs vitres teintées dissimulant des hommes aux écouteurs et à la voix saccadée. Les détecteurs de métaux avaient été renforcés par des barricades portatives. Des snipers étaient repérés sur les toits adjacents, leurs silhouettes à peine visibles dans le ciel matinal pâle. Ce n'était plus un simple procès, c'était une tempête, et chacun savait que le vent soufflait bien au-delà des murs de la salle d'audience. Le juge Trevors entra, non pas avec sa démarche tranquille habituelle, mais avec une urgence à chaque pas. Il paraissait plus maigre, plus tiré, comme si sa robe pesait plus lourd que jamais. Disparut l'homme qui autrefois levait à peine les yeux de son banc, tandis que les jeunes passaient devant son marteau. Cette version de Trevors scrutait la salle d'audience comme un homme comptant les sorties dans un immeuble en feu. Devon arriva avec Malik. Tous deux portèrent des chemises sombres et amples destinées à dissimuler les légères bosses de Kevlar. L'expression de Devon était gravée dans la pierre. Pas de hochement de tête aux journalistes, pas de geste désinvolte. Malik le suivit en silence, les yeux creusés par le bilan de la semaine, le chaos extérieur et le poids des caméras désormais braquées sur lui. Il avait vieilli. Il n'y avait pas d'autre façon de le dire. Le garçon qui était entré au tribunal quelques jours auparavant avait l'air différent maintenant. La mâchoire plus fine, le pas plus lent, le regard terni par l'excès de vision prématurée. De l'autre côté de l'allée, la table de l'accusation resta vide un instant avant l'arrivée d'un nouveau personnage, un substitut du procureur nommé Alan Petty, le costume froissé, la mallette à peine ouverte. Personne n'avait revu Kemp depuis la diffusion de la vidéo. Le procureur avait disparu, laissant derrière lui un bureau ravagé par les disques durs et une démission rédigée mais non signée. Petty resta planté là, comme s'il avait été tiré du lit et projeté dans un tourbillon, car c'était exactement ce qui s'était passé. Il s'éclaircit la gorge et lut une déclaration préparée, chaque mot aussi sec et flasque qu'une feuille fanée. Le procès ne se poursuivrait pas. Plus de poursuites judiciaires. Preuves insuffisantes, affirma-t-il, tout en évitant tout contact visuel avec quiconque dans la salle. Plus de combat, plus de spectacle. Seulement une reddition masquée par la bureaucratie. Le juge Trevors ne sourit pas. Il ne félicita pas. Il se tourna simplement vers Malik et lut le verdict à voix haute, chaque syllabe frappant le sol comme un marteau résonnant dans une cathédrale. Acquitté. De toute charge. Pas de condamnation. Pas de casier judiciaire. Pas d'incarcération. La salle d'audience était pleine, mais le bruit qui suivit n'était ni des applaudissements, ni des halètements, ni des acclamations. C'était le silence. Lourd, palpable et étrange. Le genre de silence qui ne célèbre pas. Le genre de silence qui pleure le chemin parcouru pour atteindre un moment qui n'aurait jamais dû être nécessaire. Malik resta immobile. Sa mère, dans la galerie, serrait sa Bible, les mains tremblantes. Louis Barnett, désormais entouré d'une équipe juridique et d'enquêteurs indépendants, observait de côté, le visage indéchiffrable. Devon posa une main dans le dos de Malik, un petit coup de coude lui rappelant qu'il était temps de partir. Ils sortirent par le couloir de service, escortés, des flashs attendant dehors, des questions fusant de toutes parts, mais Malik ne répondit à aucune. Il leva les yeux. Ce n'était pas théâtral, ce n'était même pas prévu. C'était de l'instinct, un acte discret de révérence ou peut-être de recherche. Son menton se pencha vers le ciel comme s'il espérait qu'il parlerait plus fort que lui. Quelque part au-dessus, au-delà des satellites et du brouillard, il devait y avoir quelque chose qui voyait tout cela, les mensonges, le courage, l'instant où l'obscurité était enfin exposée à la lumière du jour. Devon ne dit pas un mot. Il se tenait simplement à ses côtés, les yeux rivés au sol, portant le poids de tout ce qu'ils avaient vu. À la fin de la semaine, les gros titres commencèrent à changer, non pas vers la disculpation de Malik, mais vers les failles qui apparaissaient désormais au sein du système judiciaire. Le juge Trevors annonça sa démission dans un communiqué de presse discret,
invoquant des raisons personnelles et des problèmes de santé mentale. Rares étaient ceux qui y croyaient. La véritable raison était évidente pour tous les spectateurs. Le procès avait trop levé le voile, et il ne voulait pas être sur scène au moment de son effondrement. Le lieutenant d'Orsay fut placé sous enquête fédérale, ses antécédents judiciaires rouverts, sa pension gelée. Il refusa les entretiens. Il ne fit aucune déclaration. Son nom était désormais associé à la brutalité et son badge ne le protégeait plus des regards indiscrets. Et ces deux hommes en costume, Weller et Price, disparus, bureau vidé, numéro coupé, plus d'adresse de réexpédition, plus aucune piste à suivre. Le gouvernement les avait privés d'emploi. Les dossiers qui les mentionnaient autrefois furent soudainement expurgés ou réaffectés. Devon chercha, mais il savait qu'il n'y avait rien de tel. Ces hommes ne laissaient pas d'empreinte digitale. Ils les effaçaient avant d'entrer dans la pièce. Pourtant, malgré tout cela, une chose restait. La vidéo. 60 secondes. Archivée, copiée, multipliée sur les disques durs, les serveurs et les salles de rédaction. Diffusée sur les réseaux sociaux, décortiquée par les analystes, débattue dans les talk-shows. Impossible de passer inaperçu. Impossible de passer inaperçu. L'image de Malik tombant à la renverse, les mains levées, le grognement de d'Orsay, la voix murmurant l'ordre de « faire un exemple ». Tout cela s'était gravé dans la conscience publique, dans la mémoire. Cela n'a pas tout résolu. Le racisme n'a pas disparu. La corruption n'a pas reculé. Les hauts fonctionnaires n'ont pas soudainement pris conscience. Mais cela a prouvé quelque chose. Cela a montré que, dans les coulisses, des hommes étaient prêts à détruire un enfant pour leur image, et que parfois, même une seule vérité brute pouvait briser les fondations qu'ils avaient reconstruites. Malik n'a pas accordé d'interview. Il n'a pas écrit de livre. Il n'a pas signé de contrat de cinéma. Il est rentré chez lui. Il s'est réinscrit à l'école. Il prenait soin de sa mère, se rendait sur la tombe de son père et tentait de reconstruire dans les décombres qu'ils avaient laissés derrière eux. Mais de temps à autre, il passait devant un écran rediffusant ces 60 secondes fatidiques et les gens le regardaient, non pas avec pitié, ni avec admiration, mais avec conscience. Il ne l'avait jamais demandé, mais c'était le sien. Et parfois, prouver que le système est fragile est le premier pas vers quelque chose de plus fort, même si cela implique de traverser le feu pour y parvenir.